La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mardis à partir de 7h PM Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mardis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette aventure avec l'association culturelle Café Philo Haïti et RTVC bien sûr. L'intervenant pour ce café c'est Mehdi Étienne Chalmers, le modérateur Ralph Jean-Baptiste. Bonne aventure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Café Philo, une activité que l'association culturelle Café Philo Haïti propose depuis tantôt 4 ans. Il s'agit donc d'inviter des gens à proposer des réflexions qui peuvent être abordées évidemment sur un plan qu'on va appeler philosophique et qui concerne des sujets variés. Nous sommes encore une fois à Ambiance Resto Club et ce Café Philo est rendu possible grâce au support de la radio et télévision Caraïbe. Comme d'habitude, le Café Philo tient beaucoup à son format. Je vais donc, pour ce faire, vous demander de vous mettre debout pour entonner ensemble l'hymne national d'Haïti, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos points de maître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci. Nous enchaînons maintenant avec la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, El Comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci de votre intérêt pour Café Philo et pour le format que Café Philo vous propose tous les mardis à 7h. Aussi longtemps j'assurerai la modération à Café Philo, aussi longtemps également que je croirai nécessaire de le dire, j'attirerai l'attention du public de Café Philo précisément sur le fait que nous croyons au niveau de cette association qu'il est utile, qu'il est même nécessaire d'inscrire l'audiovisuel dans la condition intellectuelle haïtienne. Je pense que la majorité des jeunes qui sont là et qui sont des étudiants, par exemple, des intellectuels, si l'on peut dire, sont sûrement émerveillés rien qu'à regarder l'image de Jean Price Mars qui a marqué toute une génération en Haïti à la télé. Il me semble que si c'est le cas pour Price Mars, si on peut voir, en de rares occasions d'ailleurs, Price Mars passer à la télé, ce n'est pas évident pour les autres intellectuels, les autres philosophes. Si bien que pour ceux-là qui sont professeurs, en plusieurs occasions, ils ont été confrontés à cette situation où les élèves à qui ils enseignaient la littérature leur disaient que pour eux, tous les poètes sont morts. Je pense que nous avons aujourd'hui une occasion, avec l'intervenant de ce soir, de proposer avec force, vigueur, l'audiovisuel comme quelque chose qui est caractéristique de ce que nous faisons à Café Philo. Et c'est pour cela donc que je vous invite à découvrir
Raphaël Enthoven, dans un entretien qui dure à peu près 12 minutes, qu'a réalisé quelqu'un d'autre avec lui en tête-à-tête sur quelque chose qui concerne plus ou moins le sujet de ce soir. Vous le connaissez, le sujet de ce soir, pourquoi des philosophes? Raphaël Enthoven, à sa façon, nous livrera ses idées sur ce que c'est que pour lui la philosophie, ce que c'est qu'un philosophe, comment peut-on être philosophe aujourd'hui et à la limite aussi, pourquoi des philosophes? Suivez avec intérêt, je vous reviens pour la suite. Alors moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour. Alors vous êtes prof de philo, notamment le but du prof de philo, c'est un peu comme celui du comédien, peut-être de renseigner les gens sur eux-mêmes, leur montrer qu'ils savent, qu'ils portent ça en eux. Oui, ce n'est pas tellement la transmission d'un savoir à la façon d'un vase communicant que l'éveil en autrui, c'est plutôt de la téléportation. On éveille en autrui un savoir dont autrui dispose. Le travail du professeur de philosophie est de donner à celui qui reçoit son enseignement le sentiment, disons, de l'aider à découvrir ce qu'il sait. Voilà. Pour le dire très simplement, hein, que savons-nous? On sait qu'on va mourir, par exemple. Alors, on sait qu'on va mourir, mais on n'y croit pas. Et le travail d'un prof de philo, c'est de faire basculer ce savoir abstrait en une compréhension vécue, intime. C'est là que la philosophie change non pas le monde, mais la vie. La maïeutique est un passage tantôt de l'opinion qu'on peut avoir à l'argument, on transforme une opinion en argument, tantôt au contraire d'un argument abstrait, genre tous les hommes sont mortels, à une opinion incarnée, c'est-à-dire je suis mortel et je vais mourir et il faut que je vive avec ça. André Gide dit toutes les choses sont déjà dites, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Est-ce que c'est ce qui explique cette longue histoire de la philosophie, depuis Platon jusqu'à aujourd'hui? Il y a encore des choses à découvrir dans le domaine de la philosophie. Oui, alors je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle l'histoire de la philosophie est si longue et surtout si répétitive en un sens. Enfin, c'est une répétition qui se distingue à chaque fois. Bergson présente l'histoire de la philosophie comme un tourbillon. C'est dans un très beau chapitre qui s'appelle L'intuition philosophique, où il explique que l'histoire des idées est comme un tourbillon qui soulève des poussières différentes, mais le tourbillon demeure. Au fond, il y a une communauté d'intuition et des familles de pensée qui traversent les siècles. Cette communauté d'intuition ne vient pas tant du fait que les gens n'écoutent pas, que du fait que chaque individu naissant, arrivant sur Terre et choisissant de faire de la philosophie, ou étant choisi par la philosophie pour en pratiquer un peu, se voit dans la situation de se reposer les questions que les autres se sont posées avant lui. Donc c'est la persistance des problèmes, en vérité, qui fait que l'histoire de la philosophie se répète ou tourne sur elle-même. Et qu'il n'y a pas de progrès en philosophie. On ne peut pas faire de progrès en philosophie, contrairement aux sciences. On n'a pas fait de progrès depuis Platon, par définition. On tourne sur nous-mêmes. En revanche, la phrase de Gide permet de comprendre le fait que quand Raymond Aron, en 1955, publie L'opium des intellectuels, il présente le communisme comme une religion. Et il le présente en pleine période de plomb, c'est-à-dire il fait valoir quelque chose d'extraordinaire, c'est que la forme, le dispositif de l'idéologie communiste est plus dangereux que l'idéologie ou le contenu de l'idéologie elle-même n'est fraternel. Et donc il montre que la manière du communisme est plus dangereuse que la matière du communisme. Et montrant cela, il se rend minoritaire, structurellement. Il n'est pas entendu. C'est aussi la raison pour laquelle il a toujours raison. Car s'il avait été entendu, l'humanité aurait fini par lui donner tort. Or, il ne peut pas être entendu quand il tient un discours comme celui-là. Et ainsi, en ce sens-là, on peut dire qu'effectivement, les idées demeurent parce que personne ne les écoute. Quand est-ce qu'on a une attitude philosophique? On a cette image du philosophe qui est tout le temps heureux, qui est la sagesse incarnée. À partir de quand on a à partir de quand est-on philosophe finalement? Faire de la philo, c'est s'étonner des choses qu'on a l'habitude de voir. Si je vous dis ça, ce qui me semble la définition d'ailleurs la plus juste de la philosophie, celle qui les embrasse toutes, faire de la philosophie, c'est s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. À ce compte-là, un enfant bien élevé, c'est-à-dire un enfant un peu candide, ou quelqu'un qui conserve une façon virginale ou enfantine de voir, d'entendre et de penser, est philosophe. Mais faire de la philosophie, c'est aussi tenir pour une énigme le monde ordonné que nous lèguent les savants, ce qui suppose un vrai travail
un vrai travail. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire à quel point, quand on est philosophe, on fait de la philosophie quand on ne se satisfait pas de ce que l'habitude nous propose. Voilà, tout simplement. À partir de là, est-on philosophe à ce moment-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire être philosophe. C'est l'étonnement. Oui, c'est l'étonnement, mais attention. C'est l'étonnement, mais vous avez vraiment deux traditions en philosophie qui correspondent à deux rapports à l'étonnement. Vous pouvez vous étonner d'un truc que vous choisissez de tenir pour étonnant et dont ensuite vous diluez l'étonnement qu'il vous inspire dans la vérité qu'il vous permet de conquérir. Par exemple, Newton. Newton voit une pomme tomber et il choisit ce matin-là de s'en étonner. Ah là, il est surpris que la pomme tombe, alors qu'il a déjà vu des tas de pommes tomber, mais là, il est surpris. Et partant de cet étonnement, il en vient à construire, à élaborer, à trouver, à mettre au jour des lois qui expliquent l'étonnement. Et dans la vérité qu'il a conquise dissout l'étonnement qu'il a d'abord choisi d'éprouver. De la même façon, chez Descartes, Descartes décide de douter de tout, ce qui est une modalité de l'étonnement, et le doute universel ou hyperbolique cartésien se résorbe dans la conquête du sentiment de son existence, où l'étonnement se dissipe. Mais il y a d'autres philosophes qui persistent dans l'étonnement, c'est-à-dire dont la philosophie tout entière est de s'étonner constamment de ce qu'on nous propose. C'est-à-dire que Schopenhauer, par exemple, contrairement à Newton, s'étonnerait que la pomme tombe, mais il s'étonnerait encore plus des lois qui expliquent le fait que la pomme tombe. Et c'est deux dispositions du caractère tout à fait différentes. Dans un cas, vous avez l'idée d'une pensée qui progresse, qui chemine vers son abolition dans la conquête d'une vérité, et dans l'autre cas, vous avez l'idée d'une pensée qui ne progresse pas, mais qui évolue jusqu'à son abolition, non pas dans la vérité, mais dans la poésie. Et c'est vraiment deux traditions divergentes, parallèles, voisines de la philosophie. Alors vous avez écrit avec votre père un livre sur Proust, Marcel Proust. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. En lisant Proust, on est chez soi. Proust nous reçoit chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il a eu raison d'avoir cette ambition. Le narrateur, Marcel Proust en l'occurrence, avait pour ambition, en écrivant La Recherche du temps perdu, d'écrire un livre où chacun serait le propre lecteur de lui-même. Mais effectivement, c'est le sentiment qu'on a quand on lit ce livre. Il suffit pour s'en apercevoir, ça prend un peu de temps, de le lire plusieurs fois. Parce que ça n'est pas le même texte qu'on lit quand on le lit plusieurs fois. Or, qu'est-ce qui a changé? Ça n'est pas le texte lui-même, c'est la disposition d'esprit, d'humeur, de caractère, d'âge, d'heure de la journée, etc. Ce sont les conditions extérieures de sa lecture. C'est-à-dire que ce livre a la puissance, tout en restant le même, de se modifier selon le tempérament et l'humeur plus que le tempérament de celui qui le lit. Et en cela, il n'y a pas plus hospitalier. C'est-à-dire que nous n'avons pas, en lisant ce livre, à faire l'effort de nous soumettre à une narration qui suit son chemin séparément de l'humeur qui est la nôtre. Non, on a accès à un livre qui nous ouvre tellement les bras, qu'il accueille nos tristesses et nos joies, qu'il offre un écrin à toute forme de caractère. On peut lire La Recherche du temps perdu quand on est très très heureux, c'est un surcroît de bonheur, et il faut lire La Recherche du temps perdu quand on est très triste, parce qu'elle rend les douleurs plus intéressantes que douloureuses. Donc voilà, il y a quelque chose de magique en ce sens dans ce livre, contrairement à d'autres. Est-ce qu'il y a quelque chose de philosophique, puisqu'on parle des passions, est-ce que Marcel Proust est philosophe dans La Recherche du temps perdu? Complètement, à mon avis, tout à fait, pleinement. Et je crois même qu'il l'est... D'abord, c'est d'une certaine manière le disciple, c'était le cousin germain et le témoin de mariage, mais également le disciple de Bergson, qui n'a fait dans Matière et Mémoire que formaliser, au fond, ce que Proust a ensuite mis en œuvre dans La Recherche du temps perdu. En un sens, enfin, il y a des nuances, mais indépendamment de ça, on retrouve dans La Recherche du temps perdu la parole de plein de philosophes, la parole de Montaigne, la parole de Nietzsche, de Schopenhauer, la parole de Leibniz, la parole de Descartes, et dans des endroits extrêmement précis qu'aucun de ces philosophes n'aurait renié. Alors comment ça se fait? Comment se fait-il qu'ils les convoquent tous? C'est très simple. L'unique objet de La Recherche du temps perdu, c'est le réel. C'est toucher du doigt le réel, ou ce qu'il appelle le temps à l'état pur. Le réel. Et selon les couleurs, les événements, les circonstances, les outils que certains philosophes mettent à notre disposition pour appréhender le réel varient. Et de sorte qu'ils convoquent, implicitement ou explicitement, sans le savoir ou en le sachant, des dispositifs de pensée qui sont déjà éprouvés savamment depuis des siècles. Et on retrouve dans la recherche est une bibliothèque géante où sont compilées partie ou tout des pensées qui la précèdent. C'est un livre
gigantesque de ce point de vue. Ça va de Parménide à Michel Foucault. C'est-à-dire que la recherche embrasse les pensées à venir et advenues. C'est un livre en cela océanique, c'est-à-dire infini. Un homme vierge de tout système de pensée. Comment lui définir ce qui va arriver, sa vie? Disons, ordinairement, on se représente le réel, la réalité, comme un résultat du possible. Voilà. Il y a un ensemble de possibles, et puis il y a un possible qui passe à l'existence à la façon d'un spermatozoïde qui entre dans l'ovule. Voilà. Il y a une armée de spermatozoïdes, il y en a un qui gagne. Et bien là, voilà, il y a une armée de possibles, de mondes possibles, et puis il y en a un qui l'emporte. C'est comme ça qu'on voit les choses. Mais il me semble que c'est une illusion rétrospective. En réalité, la vie est ce qu'elle est. Le réel est ce qu'il est. Et il produit, parce qu'il n'est que ce qu'il est, et que c'est étouffant. Il produit le désir ou la nostalgie de ce qu'il n'est pas. De sorte que le possible est l'invention du réel plutôt que le réel est l'invention du possible. Ça se fait dans ce sens-là. Ontologiquement, en termes de discours sur l'être, on peut croire que le réel est né du possible. En réalité, il me semble, c'est l'idée même de possibilité ou de monde possible qui est née du sentiment que ce monde n'était que celui-là et qu'avoir des regrets, c'est être malheureux 2 fois. Et donc le conseil que je donnerais, c'est de commencer par vivre avant de vous demander pourquoi. Tout simplement. Choisissez le réel aux dépens du possible. Commencez par vivre avant d'y trouver une raison, avant d'y chercher même une raison, et en la cherchant, de confesser que votre vie n'en a pas. La réalité n'est pas forcément le grain qu'on a sous la main. On voit plus de choses quand on lit Madame Bovary que quand on se promène dans un village normand. On voit plus de choses parce qu'on est rendu plus attentif à plus de choses. C'est pas du tout une désertion, le refuge dans la lecture. C'est pas un refuge en fait. C'est pas un refuge, c'est le contraire. C'est le contraire. Le refuge, c'est le quotidien. Le refuge, c'est la vie quotidienne. Le refuge, c'est l'amnésie quotidienne. Le repli dans la littérature, loin d'être un refuge, en tout cas à mon sens, est plutôt une modalité de l'ouverture. Merci beaucoup, Raphaël Antoine. Merci à vous. La projection terminée, je pense qu'il est maintenant temps que l'on en vienne autour de la question. Pour reprendre une métaphore, qui est une émission après tout proposée par RFI, justement au moment où nous devons présenter l'intervenant de ce soir, j'ai à l'esprit de vous demander de vous mettre debout pour observer une minute de recueillement pour un philosophe qui est parti ce matin. Il s'agit d'André Glucksmann, qui est considéré comme un philosophe qui était à cheval sur 2 générations, qui était d'ailleurs très proche de Sartre et de Raymond Aron, dont il était l'assistant à Sorbonne, et qui fait partie par la suite des nouveaux philosophes, qui va intervenir dans les médias et qui est connu pour avoir, dans un premier temps, été maoïste et renié cette position, et pour devenir enfin, si vous voulez, un défenseur des droits humains, et jusqu'à même dire que pour lui, Sarkozy était plus de gauche que les autres leaders de la classe politique française qui appartenaient à la gauche en particulier. Vous le savez, Glucksmann est surtout connu pour le désordre de la guerre, pour la cuisinière et le mangeur d'hommes, pour d'autres textes et d'autres prises de position. J'espère que dans d'autres occasions, on aura peut-être à approfondir, à parler de l'œuvre d'André Glucksmann pour pouvoir mieux approfondir sa pensée. Ça me permet en même temps de faire le lien avec l'intervenant de ce soir, dans la mesure où il me semble que la question de la génération intervient peu ou prou dans la philosophie. Pierre Bourret disait dans un livre qu'il a fait sur Hannah Arendt qui s'appelle « Qu'appelle-t-on philosopher ?» qu'à défaut de dire à la limite ce que c'est que la philosophie, on sait au moins que philosopher, c'est dans une assez large mesure une idée de la raison pure, pour reprendre un peu Kant. Je ne sais pas à quoi ça servent les philosophes, si les philosophes sont utiles à quelque chose. Je sais au moins que c'est une vieille question qui revient à chaque fois et qui traverse toute l'histoire de la philosophie, au point que si nous voulons nous arrêter sur un moment, on peut voir par exemple que chez quelqu'un comme Jean-François Revel, qui était considéré comme un philosophe très polémiste, il y a un titre qui s'appelle « Pourquoi les philosophes ?» C'est un livre qui est paru en 1957, où Revel a proposé ce que Michel Onfray est en train de faire aujourd'hui, une relecture de l'histoire de la philosophie occidentale, et où il est allé jusqu'à critiquer Descartes d'ailleurs, avec son fameux texte qui s'appelle « Descartes, inutile et incertain ». Je parlais justement de génération dans la mesure où je pense que
Il y a quelques mois d'ailleurs, j'ai assisté à un débat qui avait lieu à la faculté des sciences humaines sur la question du renouvellement des savoirs en Haïti. Il me semble qu'avec le fait qu'il y a de nouveaux philosophes qui arrivent, qui nous arrivent de l'extérieur, de nouveaux philosophes normaliens ou d'autres philosophes qui n'ont pas forcément suivi le parcours, la trajectoire que propose l'école normale, qui nous reviennent avec des diplômes, qui nous reviennent avec des expériences, des études. Il me semble qu'il est probablement temps de revenir sur cette histoire pour mieux voir s'il y a peut-être une autre façon de concevoir la philosophie, si être philosophe peut continuer à vouloir dire aujourd'hui en Haïti, être vieux jeu même si vous voulez, s'intéresser à des philosophes classiques, les 7 philosophes classiques que l'on nous a fait étudier, notamment à l'école normale supérieure, ou dans le cas contraire, s'il est possible de proposer un autre regard. Je pense que s'il est peut-être difficile de camper le philosophe dans la logique d'une figuration, on peut dire tout au moins que le philosophe est quand même un corps. Ce corps est avec nous ce soir. Je ne sais si avec ce corps il y a une voix. Des fois, c'est difficile de leur faire parler les philosophes. Je sais au moins que c'est un corps. Et Dieu seul sait si un corps ne peut pas parler. C'est pour cela que j'ai envie de vous présenter l'intervenant de ce soir sur un sujet que nous pourrions dépasser dans la mesure où, par exemple, aujourd'hui, nous assistons à ce que nous appelons une crise post-électorale au point que l'on peut en être à se demander pourquoi vouloir faire un café philo sur le sujet suivant, pourquoi des philosophes. Il n'empêche, on en aura toujours besoin. Aussi longtemps, il me semble que nous pensons que la philosophie n'a pas rapport, n'a rien à voir avec le temps, n'a rien à voir avec l'espace, n'a rien à voir avec ce qui se fait. C'est peut-être cette ruse, c'est peut-être ce moyen le plus sûr dont elle dispose pour mieux parler de tout cela. Et pour ce faire, donc, je ne peux que vous présenter l'intervenant de ce soir en vous disant qu'il s'appelle Mehdi Étienne Chalmers, qu'il est donc né à Port-au-Prince en 1988. Mehdi Étienne a donc passé son enfance à Fontamara, puis à Baudon. Il a donc fait ses études secondaires au lycée Alexandre Dumas de Port-au-Prince. En 2005, boursier, il quitte Haïti pour des études à Paris en lettres et philosophie. Il est depuis rentré en Haïti, précisément en 2013. Et depuis aussi, il est libraire et professeur de philosophie à l'Université d'État d'Haïti. Mehdi est également membre de l'atelier jeudi soir, du comité de rédaction de la revue Démembré, également de la revue Conjonction. Il a fait paraître récemment un texte qui s'appelle « Jaillir est la solution », qui est donc sa première plaquette de verre. Mehdi a des textes qui sont publiés, par exemple, dans la revue des Belles Lettres, au numéro spécial sur les poètes de la Caraïbe. Il est un de ceux-là qui ont coordonné le projet anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 86 à nos jours, qui est publié chez Actes Sud. Enfin, Mehdi Étienne Chalmers est fondateur de la revue 360 degrés. C'est avec un honneur et un grand plaisir que je passe le micro à Mehdi Étienne Chalmers, que nous recevons ce soir à Café Philo, qui aura à s'entretenir avec nous pendant 30 minutes. Merci de l'applaudir. Bon, le corps voudrait d'abord te dire merci de l'avoir invité et à parler ici dans l'émission du haut de 2-3 petites choses, en tout cas une courte expérience de professeur de philosophie. J'aurais voulu d'abord saluer peut-être quelques professeurs qui sont des collègues et sans les nommer, ils se reconnaîtront, qui font ce qu'ils peuvent pour préserver l'idéal d'études, même dans des moments difficiles ou chaotiques, où il faudrait faire beaucoup plus que l'étude, mais où l'idéal doit quand même exister. À propos du sujet d'aujourd'hui, mon approche est plus une sorte de divagation, d'exploration de cette question, j'espère pas trop superficielle. Bon, la première chose que j'aurais voulu dire sur l'idée, sur le choix de cette question, c'est que ça paraît bien sûr naturel, comme tu l'as dit, puisque Café Philo est Café Philo, et que moi j'enseigne cette matière à des jeunes gens comme moi, ici à Port-au-Prince. C'est une question assez classique, et elle est quand même faite pour et par des philosophes, un peu rabattue aussi, mais elle est probablement plus retorse qu'il n'y paraît. Déjà, elle prête à un approfondissement dans une multiplicité de questions, un peu dans le genre de l'exercice dissertatif qu'on utilise à l'école et à l'université pour former d'éventuels philosophes, en tout cas.
Et elle pourrait se reformuler sous plusieurs formes. Par exemple, pourquoi y a-t-il eu autrefois des philosophes, le versant historique de la chose, ou bien préciser pour notre situation spécifique, pourquoi en avons-nous besoin ici et maintenant? Et d'ailleurs, lesquels? Les nôtres, les autres. Et ce serait aussi une approche du coup plus transversale, sûrement avec, outre historique, des analyses culturelles, sociologiques, ou bien une pensée philosophique de l'être haïtien, si tant qu'une telle chose existe, ou qu'il soit si facile de décider ce que c'est. En tout cas, la question se présente d'abord de manière, pourquoi y a-t-il des philosophes en général? Et on va à peine effleurer la question historique, parce que classiquement, comme tu disais à l'école, on étudie la naissance de la philosophie avec les Grecs. Et même si on voulait limiter aux Grecs, ce serait difficile et long. Et tout le monde n'est pas d'accord pour établir ça simplement avec les Grecs, et je fais partie de ces gens. Du coup, pour ce qui est d'ici, d'Haïti, avec son histoire, ses problématiques actuelles et historiques, notre langue, le créole, je voudrais quand même dire que quoi qu'Haïti soit singulier, je crois qu'il y a quand même une émission sur la question, Haïti et sa singularité, quoi qu'Haïti soit singulier, Haïti est singulier comme tout le monde, je veux dire, comme tous les autres pays. Et du point de vue de la philosophie en général, pas particulièrement singulier dans l'absolu. Donc, ce sont les mêmes problèmes avec des variantes. Et s'il y a une spécificité du questionnement pour Haïti, pour les Haïtiens, elle se pose dans un cadre plus général. Et c'est la même chose pour la question du besoin ou du non-besoin de philosophes, à peu près de la même façon pour tous, en tout cas dans les grandes lignes. Ça, c'est pour dire qu'il y avait plusieurs strates dans la question, peut-être pas bouleversante pour tout le monde, pourquoi des philosophes, qu'on pourrait peut-être formuler plus modestement, pourquoi pas des philosophes. Et c'est le titre d'un livre pas très ancien de Jacques Bouvresse, où il, encore un polémiste, il se confronte avec les protocoles épistémiques de vérité dans différents courants philosophiques, où il se bat avec des gens de sa génération avec lesquels il n'est pas d'accord. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Sur sa forme basique, c'est quand même une question abstraite, ce qui est en tout cas assez habituel en philosophie. Elle est posée comme on l'aime bien, en gros posée comme en dehors de l'histoire, en dehors de l'actualité, en dehors de la vie. Mais bon, on a vu que ce n'était pas vrai. Ça dépend de l'approche qu'on prend pour affiner la question. Et c'est là, toute la démarche philosophique, toute la démarche méthodologique de la philosophie en tout cas. Et c'est parfois un peu une coquetterie d'insister sur les définitions, sur la forme, sur ce que veulent dire les questions, mais on verra plus loin que ça a quand même un sens. Du coup, pour aller dans le vif, cette question est proprement philosophique dans sa forme, parce qu'elle suppose un pourquoi. C'est la question de la destination des choses, de leur finalité, qui peut se retourner aussi dans la question de l'origine, de l'arché, du principe. Et ça, c'est un mot-clé quand même, comme affectionnent les philosophes, celui de principe de fondation, le besoin de fonder systématiquement. Pourquoi les philosophes, pourquoi la philosophie, qui permet de poser des fondations solides. Du coup, avant de commencer à faire quelque chose, il faut la fondation. Commencer la fondation avant toute chose. C'est un mot magique. C'est un mot qu'affectionne Kant, c'est un mot qu'affectionne de manière encore plus obsessionnelle à Heidegger, et qui est deux célébrités immenses parmi les célébrités philosophiques. Et cette question d'auto-justifier ce qu'on fait, de la philosophie comme forme de savoir, pourquoi elle est là, avec cette métaphore un peu de maçon. D'abord on pose les bases et puis on va commencer à construire. Et c'est cette fondation de la philosophie comme savoir et comme science. Ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui en parlant de la philosophie, science. Ce n'est pas science au sens scientiste, parce que aujourd'hui quand on dit science, on dit plutôt science expérimentale, des choses où on utilise des laboratoires, des alambics et des instruments de mesure extrêmement ingénieux. Donc c'est assez récent quand même, la science expérimentale, et on peut oser être quand même un peu rétrograde et dire que
La science peut être une forme de connaissance, tout simplement. Une forme de vérité. Et même s'il faut faire attention et ne pas entrer dans la question du relativisme qui est quelque chose d'autre, mais il faudrait parler des conditions de la vérité de la science. Et ça, c'est un autre souci de la philosophie. On pourrait dire que c'est l'essence de la philosophie pour les philosophes, même si pas pour tous, et on pourra en revenir. En tout cas, dans cette histoire de pourquoi des philosophes, qui veut dire pourquoi la philosophie, peut-être, c'est une vieille histoire, même vieillotte, cette justification. Et c'est toute l'histoire de la philosophie là-dedans, en fait. C'est le face-à-face de la philosophie avec les autres discours de connaissance. Et ils sont nombreux. Je veux dire, le discours de connaissance, c'est aussi le discours de tous les jours. C'est moi qui me réveille et qui décide de quelque chose. Le connaître du monde qui m'entoure. Au début, en tout cas les plus anciens modes de connaissance que nous connaissons, qui se disent des vérités, c'est surtout la religion. En tout cas, c'est la plus vieille forme. Comment nous sommes là, pourquoi nous sommes là, comment fonctionner avec les autres, on trouve ça dans les textes révélés. On peut dire, et des gens l'ont dit, que quelque part les philosophes sont arrivés et ont essayé de voler les problèmes de la religion. Et c'est un face-à-face avec un nouveau discours, une nouvelle forme de raconter, de récit, d'expliciter, d'expliquer le monde. Mais il y a d'autres face-à-face aussi. La religion, elle existe toujours, malheureusement ou heureusement, mais il y a un face-à-face avec la science moderne, puisqu'aujourd'hui, comme j'ai dit, la science se définit comme autonome par rapport à la philosophie, la plupart du temps. En réalité, la connaissance scientifique, ou si on veut pré-scientifique, a été longtemps inféodée, assujettie à la philosophie, sous le nom de philosophie de la nature. Et les scientifiques au départ, bon, je pense que c'est tous plus ou moins ça, sont les mêmes personnes, les scientifiques et les philosophes. À partir d'une figure légendaire comme Thalès ou Pythagore, jusqu'à Newton, qu'on mentionnait dans la vidéo tout à l'heure, tous ces gens pratiquent la philosophie de la nature. Kant, par exemple, propose une première théorie de la formation de notre système solaire. On appelle le théorème de Kant-Laplace. Et même si, bon, des mathématiciens arrivent, des physiciens arrivent pour affiner tout ça, en fait, sur le terrain, ceux qui découvrent empiriquement comment fonctionne l'univers, ce sont des philosophes. Et ça, jusqu'au XVIIIe siècle, en Europe. Philosophe et scientifique veut dire souvent la même chose. Peut-être plus longtemps que ça d'ailleurs, mais ça c'est un débat à part. Donc à part ça, il y a aussi une autonomisation des sciences humaines. Alors que les mots même aussi de psychologie et les mots d'anthropologie sont inventés par des philosophes. Du coup, il y a un nouveau face-à-face un peu plus violent peut-être, avec beaucoup plus de rivalité, même si parfois on essaie de collaborer, avec des gens qui aujourd'hui savent ce que c'est que leur spécialité, et ces gens un peu étranges qui veulent tout connaître, qui ont voulu tout connaître et participer massivement à toute forme de discours de vérité. Donc, maintenant qu'on a, je ne sais pas, des psychiatres, des neurologues, des économistes statisticiens, des politologues, des cybernéticiens, la philosophie voit son domaine se réduire énormément. Finalement, on peut avoir des penseurs récents, au début du XXe par exemple, des gens de l'école de Vienne, dire que ça suffit. La philosophie n'a pas à s'occuper de ces choses-là. La seule chose qui compte, c'est évidemment, c'est la science. Et toutes les questions qui lui restent, finalement, est-ce que l'âme est immortelle? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a de l'être? Encore plus absurde. Tout ça, c'est du non-sens, des fausses questions, du blabla pour des esprits un peu dégénérés. Bon, malgré tout, cette position extrémiste est relativement rare, même dans la communauté universitaire, même parmi les gens. Mais elle existe quand même. C'est aussi celle d'une partie du sens commun de Monsieur Tout-le-Monde. Et elle n'a pas sans fondement, même si bon, je suis là, je fais de la philosophie, nous sommes tous là, nous aimons la philosophie, elle n'est pas sans fondement, même si on ne va pas en faire l'apologie. Et si la réponse quand même sur la valeur de la philosophie, genre pourquoi des philosophes ou bien faut-il des philosophes, était aussi simple. Et on disait, en fait, les philosophes ne servent à rien, plus à rien. Et maintenant qu'on a des gens sérieux, qui arrivent à produire de la vérité, qui font des choses sérieuses, je pense qu'on résoudrait aussi très rapidement la question pour Haïti, en tout cas dans un cadre de développement ou de rattrapage ou de je ne sais quoi,
On dirait, c'est pas la peine de réinventer la roue, surtout si c'est une roue imaginaire. Passons aux choses sérieuses, formons des chirurgiens, formons des mathématiciens, des généticiens, etc. Et pas des philosophes qui, eux, ne servent à rien. Donc on ferait une grande réforme, et puis comme ça, vite fait, on laisserait la lecture des gros livres, incompréhensibles, à quelques personnes un peu farfelues, qui seraient de moins en moins nombreux. C'est une vision qui existe. Mais sans vouloir donner l'impression, comme je disais, de défendre un précaré, puisque bon, j'enseigne la philosophie à l'ENS en première année, une première remarque simplement empirique pour un peu éloigner cette question, c'est que dans les universités où on pratique énormément de choses, dans des endroits où on produit de manière dominante un certain nombre de spécialistes, où on a le monopole de la production des techniciens qui font avancer les choses, entre guillemets. Au sein même de ces universités, au sein même de ces spécialités, certains discours sont d'accord, qui sont produits, sont d'accord pour être appelés même par analogie philosophique. C'est le cas, évidemment, des mathématiques qui ont toujours et qui n'ont jamais cessé de produire en leur sein de la philosophie des mathématiques notamment. Et bien sûr, les mathématiciens n'ont jamais, je pense, pensé qu'ils n'étaient pas philosophes, et les philosophes les plus sérieux, dont Platon, savent qu'ils sont peut-être même les philosophes les plus accomplis qui soient. En tout cas, les géomètres pour Platon. Du coup, les sociologues aussi le savent. Les sociologues savent que Bourdieu a étudié la philosophie, que Max Weber est un puits de savoir philosophique, que Hayek fait de la philosophie morale et de la philosophie politique, comme tous les économistes, quand ils le savent. Et puis même Adam Smith, saint patron de l'économie libérale, voire néolibérale, quelqu'un qui a tenu une chaire de philosophie morale, tout simplement. On pourrait conclure là, s'il s'agissait d'une petite défense de la philosophie, on serait tous d'accord, les gens, les grands esprits aiment bien la philosophie. Mais le fond de la question de départ est un peu plus violent que ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de ces gens? En gros, un ingénieur ou un chimiste, ça fabrique des choses. Ça fabrique des choses qui marchent. Et dans toutes les sociétés, il y a des gens qui fabriquent des choses qui marchent. Ça, on peut le dire, c'est universel. Mais des philosophes, on ne peut pas dire qu'il y en a partout, tout le temps, et dans toutes les sociétés, en tout cas à ce qu'il paraît. D'abord, il y a des conditions historiques, concrètes, à l'existence de la philosophie. Du coup, la philosophie peut parfaitement ne pas exister. Il y a sûrement partout, tout le temps, des choses qui ressemblent à de la philosophie. Mais, par exemple, la philosophie qu'on fait à l'université, ou celle qu'on fait ici, ça suppose un local de l'université, des étudiants, des professeurs et de l'argent pour nourrir ces messieurs. Des livres, des bibliothèques. Et tout ça, je pense qu'on le sait tous, peut très bien ne pas exister ou cesser d'exister. De plus, c'est clair qu'on parle de quelque chose d'un peu particulier, un peu difficile à cerner. Pour prendre un exemple qui est cher à Platon, je sais très bien ce que fait un cordonnier. Il répare des chaussures. Je sais très bien ce que fait un bon cordonnier, il répare correctement mes chaussures. Donc c'est qu'il connaît son métier. Mais un philosophe, ce qu'il fait exactement. Si on dit que le philosophe, son métier, c'est de penser, ce n'est pas très satisfaisant. Tout le monde pense. Sans aucun doute, les animaux pensent aussi quelque peu, donc c'est quoi la particularité du philosophe si tout le monde pense? Je sais que le cordonnier pense, je sais que, et puis il fait des chaussures, je sais que mon cuisinier pense et il fait des chaussures, et je suis même prêt à payer des gens, ces gens-là pour leur spécialité, pour leur savoir, pour leur technique. Donc peut-être qu'on dira que c'est une manière spéciale de penser, de parler, etc. Une pensée qui est meilleure. Là, ça devient compliqué. Qui est-ce qui décide quelle est la meilleure pensée? C'est les philosophes? C'est un peu circulaire. Du coup, si c'est eux qui pensent mieux et qui en même temps décident quelle est la meilleure pensée, c'est un peu difficile. Je pense peut-être moins bien que la marchande, peut-être moins bien que le paysan, peut-être sont-ils meilleurs philosophes. C'est très probable en ce qui me concerne en tout cas. Décidément, je ne sais pas, en tant que philosophe, ce que je sais. Donc là, tout le monde se souvient de son cours de terminale, Socrate, etc., la conclusion sur sa sagesse supérieure. Mais c'est une clé pour comprendre la philosophie. Disons que c'est la déontologie de base de celui qui se confronte à la philosophie, le b.a.-ba. Donc voilà quelqu'un qui prétend faire quelque chose d'important et qui commence par dire qu'il ne sait rien. Donc il y aurait de quoi se moquer en temps normal, dans d'autres conditions, pour n'importe qui d'autre. C'est une posture un peu bizarre. On a l'habitude aussi, de toute façon c'est une très vieille tradition, si vous ne la connaissez pas, vous n'avez pas fréquenté beaucoup de philosophes, de se moquer des philosophes. Depuis longtemps, partout, depuis l'Antiquité. Dans le manuel d'Épictète,
donc il y a un petit manuel pour étudiants stoïciens, il y a même des conseils aux philosophes pour affronter les moqueries. Aujourd'hui, partout, c'est une affaire commune de rire des parleurs, des philosophes, de ceux qui se donnent le titre de philosophe en tout cas. Et je pense qu'on a probablement raison souvent de le faire, pour pas mal de raisons. Mais l'une des plus vieilles blagues qu'on a fait aux philosophes, elle est assez frappante, c'est peut-être une blague philosophique, si j'ose dire. C'est celle de la servante Thrace qui décide de se moquer de Thalès, considéré par Aristote comme le père fondateur de la philosophie, comme philosophe de la nature en tout cas, ce qu'on appelle un physicien aujourd'hui. Eh bien, comme Thalès était en train de réfléchir en marchant, en regardant le ciel, dans les nuages, comme on dit, la servante décide de creuser un trou dans le sol, sur son chemin. C'est beaucoup d'efforts pour une farce. Et comme il ne regarde pas où il va, il tombe dans le trou. La servante lui demande comment il espère comprendre quoi que ce soit s'il ne peut pas voir où il va. C'est une amusante leçon de vie, vous savez, et elle est très vraie. La servante a absolument raison, et ça a donné l'expression « ne pas avoir les yeux en face des trous ». En gros, les philosophes seraient des types dans les nuages, maladroits, rêveurs, incapables de fonctionner dans le monde. Évidemment, il y a une part de vérité dans cela. Parfois, une part de caricature aussi, comme dans toute fable morale. Mais si on revient au problème, c'est qu'on ne sait pas ce que fait le philosophe en particulier. Que pense-t-il philosophiquement? Probablement pas à la pluie au beau temps, se dit-on, parce qu'il fait des choses importantes. Enfin presque, parce que parfois il fait ça. Moi, quand j'enseigne la philosophie, ça m'arrive de parler de la pluie et du beau temps dans mes cours, comme exemple, pour expliquer le concept de physis, de nature, chez Héraclite, chez Anaximandre, Parménide. Et par exemple, physis, un magnifique mot grec pour dire la nature. Il y a une très belle traduction d'Heidegger de physis où il dit que ça veut dire en réalité déploiement, ce qui s'épanouit de soi-même, le fait de se déployer, de s'ouvrir comme une fleur, ce qui fait son apparition en se déployant. Donc, on voit ce que ça veut dire, bien sûr, quand on dit la nature, physis, ce qui se déploie. On voit cette idée, on peut voir cette idée dans beaucoup de récits de l'apparition de l'univers, comme celle de la Genèse. Si on fait abstraction de Jéhovah, on voit bien la lumière est, et puis tout se déploie au fur et à mesure à partir de ça, comme cette fleur qui éclot. On peut ouvrir les yeux sur le monde comme ça à partir de ce genre d'exemple, même si on peut ne pas aimer. En tout cas, c'est un sujet de conversation intéressant, la pluie et le beau temps. Oscar Wilde, l'écrivain, se moque des Anglais en disant ils ont la réputation d'aimer, d'apprécier cette conversation. Évidemment, c'est le modèle de la conversation ennuyeuse. Mais pour un amateur de philosophie, ça donne à penser. Parce que tous les concepts dans physis, dans la pluie et le beau temps, sont contenus dans la pluie, ici. Devenir, retour du même, temps, éternité, loi de la nature, accident, nécessité, etc. Et même si on n'a pas le goût des Anglais pour les conversations sur la météo, on peut aussi même voir l'idée de divertissement chez Pascal. Une conversation ennuyeuse pour oublier notre mortalité. Genre comme ça, on parle pour ne rien dire, pour finalement pouvoir boucher l'angoisse. Je crois qu'on peut commencer à comprendre quelque chose à partir de là. Le pourquoi paradoxal de l'activité philosophique. Parce qu'on parle d'une chose extrêmement banale et qui n'est finalement pas si banale que ça. C'est une idée extrêmement très 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 commune en philosophie parce qu'elle remonte, et vous avez vu ça aussi dans l'extrait, mais on va voir ça un peu plus loin. On va parler de ça, banal. Pouvoir voir ça, quelque chose qui n'est pas si banal que ça, en tout cas de temps en temps. J'aimerais pas rentrer dans des questions plus ésotériques, après en tout cas pas mal de citations, et je risquais pas de pouvoir convaincre quiconque de l'intérêt universel de la philosophie, mais il y a une pratique en tout cas, et un autre mot-clé en philosophie. Il doit bien avoir une pratique, à défaut d'une science, à défaut d'un produit clairement défini et identifiable de la pensée. Un philosophe pense, ça on est d'accord, mais que pratique-t-il spécifiquement dans sa manière de penser? Du coup, il s'agit de réitérer le trouble qui nous prend. Quand il s'agit de dire que quelqu'un, un tel, toi, moi, ou bien le professeur qui nous a formés, est philosophe. Moi particulièrement d'ailleurs, au sens précis, je ne suis pas philosophe.
Je suis ici où l'on revendique avec fierté de vouloir accueillir de la philosophie, mais rien n'est plus douteux cependant qu'on puisse m'appeler philosophe. Quelque part, un philosophe, c'est un peu comme le chupacabra, ou bien la licorne du Moyen-Âge, ou bien le loup-garou que moi je n'ai jamais vu. Beaucoup de gens en parlent, et puis ils semblent être sûrs de leur apparition ponctuelle, mais on trouve peu de gens à pouvoir dire ce que c'est et pouvoir prouver les avoir vus. Si nous prenons l'université, par exemple, l'ENS, on peut dire à bon titre que c'est l'environnement naturel de l'animal fantastique qui s'appelle le philosophe. On voit des gens habiles à parler, des gens qui lisent, souvent de gros livres, compliqués, que peu d'autres gens comprennent. On va se mettre d'accord. Moi, par exemple, je n'ai pas écrit de gros livres que peu de gens lisent sans comprendre. Du coup, si on retient cette particularité-là, même mes collègues les plus brillants, même les doctorants qui ont achevé leurs livres et puis qui sont très bons, qui écrivent des articles, eh bien ceux-là, même eux aussi, je ne suis pas sûr de pouvoir les appeler des philosophes. Ils sont peut-être simplement des lecteurs de philosophie, très bons, ou des commentateurs de philosophie. Du coup, sans avoir produit quelque chose d'écrit ou d'oral, il n'y a pas beaucoup de philosophes au sens strict qui courent les rues. D'ailleurs, si on parle de la pensée haïtienne, en Haïti, ceux dont on est fier, je veux dire ceux qui nous stimulent, dont on peut être extrêmement fier, ce n'est pas des philosophes majeurs au sens précis, je veux dire des philosophes qui systématiquement, philosophiquement philosophent. Je veux dire, ce qu'on a, ce sont des anthropologues en ethnologie, des historiens de grand calibre. Bon, si on fait la liste de ces grands intellectuels, et même sans compter les romanciers, les poètes, etc., on n'en finirait pas. Prasmas, Prof. Touillot, d'Orsainville, et les écrivains qu'on ne commence même pas. Mais du coup, on pourrait quand même se demander pourquoi y a-t-il de la brillance ici et pas là. En tout cas, pas encore. Du coup, pourquoi des philosophes? S'il n'y en a pas tant que ça, peut-être que ce n'est pas si important, comme on a vu. Mais revenons au banal. À la pensée du banal, pas si banal que ça, dont je parlais avant. Il y a un début de description classique, vous voyez, du philosophe. Et il en parle pendant 10 000 ans, et il me pique un peu mon argument, parce que c'est probablement la définition la plus belle et la plus définitive. Elle est dans Aristote, dans la métaphysique, elle est chez Descartes, dans les passions de l'âme, elle est chez Alain, sous une autre forme, avec les propos sur les pouvoirs. C'est cette histoire de s'émerveiller. Et on est tous d'accord, je crois, pour dire que c'est le point de départ. Savoir s'émerveiller. Ce que tout être humain peut faire. Dans un état, à un moment donné, il peut se dire « je m'étonne, je suis perplexe » face à quelque chose qui, une seconde auparavant, ne m'impressionnait pas du tout. Et c'est en ce sens-là que le philosophe, peut-être, partage une origine commune avec l'artiste et avec le scientifique. Même si par la suite, ils vont chacun trouver leur voie particulière. C'est ce premier mouvement détonnant. Moi, je ne suis pas helléniste, même si j'aime le son du grec. Aristote, lui, il dit Thomazein. Et le grec est très joli. Ça, c'est peut-être parfois des charmes qui peuvent attirer vers la philosophie, le goût pour les langues, pour l'allemand, pour le grec, pour la langue bantoue, en tout cas des choses extrêmement différentes. Finalement, il n'y a rien de plus systématiquement philosophique que cette histoire de candeur. Donc de candeur de bébé, de candeur enfantine, de gamin qui dit une série de questions un peu stupides comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a la nuit? Pourquoi je dois obéir à ma maîtresse? Pourquoi est-ce que les bandits sont méchants? Et ainsi de suite. Et quand on répond à l'enfant, il continue avec d'autres pourquoi, d'autres pourquoi, d'autres pourquoi. Et du coup, les gens sérieux, les adultes, les gens responsables, ils n'ont pas le temps de se poser ces questions stupides. Dans Gorgias, le disciple indiscipliné de Gorgias, Calliclès, attaque Socrate comme ça. Il lui dit eh bien, la philosophie, c'est bon pour les adolescents, pour les gens attardés, qui peuvent perdre leur temps à discuter en vain, alors que pour un adulte, c'est ridicule. Ce qu'il faut faire, c'est s'occuper de la politique, occuper un poste important pour avoir du pouvoir et plein d'autres choses. C'est une conception intéressante, surtout pour nous en Haïti, d'ailleurs. Les gens sérieux n'ont pas le temps de réfléchir, de couper les cheveux en quatre, d'enculer les mouches. Ce qu'ils doivent faire, c'est agir, prendre le pouvoir, et puis, bon, c'est très défendable. Calliclès est jeune, il est fougueux, il est énergique, assez cynique. Et les Calliclès arrivent très loin dans le monde. Du coup, Calliclès, c'est un peu le problème des philosophes, en général. C'est un problème difficile. Platon essaie de voir comment on peut être philosophe
et affronter Caliclès, le politique et le philosophe. Mais il a échoué d'ailleurs. On trouve ça plusieurs fois dans l'histoire. Heidegger, Carl Schmitt, Hegel, Marx, bien sûr. C'est une histoire compliquée entre Caliclès et Platon. Du coup, ça va jusqu'à la farce parfois. On a ça aussi ici, entre le politique et le penseur. Mais je disais que cette question d'étonnement et le besoin de partir de l'étonnement, de comprendre, de connaître, ça c'est un sentiment humain quand même puissant, que les latins appellent libido sciendi, vous savez, le désir de savoir, vouloir tout connaître, ce qui est bien sûr un péché dans la vision chrétienne. Si on lit le roman de la Rose de Umberto Eco, l'écrivain américain Lovecraft qui écrit des nouvelles d'horreur, ou bien Faust de Goethe, on voit ça très bien, il explique ça, le problème qu'on ait cette passion de la science. Et je suppose que vous connaissez le proverbe science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est Rabelais, ça, c'est dans Gargantua. Bien sûr, parce qu'il y a l'idée que cette passion puisse être vide, puisse devenir une obsession sans but. Et ça, c'est difficile à concevoir. Il faut quand même un minimum de sens, a priori. Ce qui ne donne rien ne produit rien, la vie est trop courte pour se laisser aller à ce genre de choses. Si je dis je sais beaucoup de choses, je connais la philosophie, point barre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il en fait, cette personne? À qui transmet-il ce savoir? Qu'est-ce qu'il veut, ce savoir? À quoi ça aboutit? Et on demande souvent ça aux philosophes. Et les philosophes, parfois, ils répondent que c'est inutile. Oui, c'est vrai, mais c'est précieux, comme des diamants ou des fleurs. Mais c'est une position de certains poètes aussi, mais c'est un paradoxe un peu facile, un peu usé, parce qu'on peut défendre n'importe quel passe-temps avec ça. Pour celui qui méprise la philosophie, je veux dire vraiment sérieusement, il faut répondre autre chose. C'est trop facile de dire c'est joli, donc c'est bien. On ne va pas construire une université parce que c'est joli. Non, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'un peu plus pesant là. Et du coup, on irait loin. Alors que aller loin, c'est le propre du philosophe. On voit bien dans la forme même que prend l'interrogation pas très rigoureuse et les circonvolutions, ça nous mène loin. En fait, l'idée d'aller loin, le plus loin possible, au risque d'une régression à l'infini, de commencer par le pourquoi. Mais maintenant, si on fait de la philosophie, l'enfant est devenu adulte. Et il se rend compte qu'il a dépassé le stade de la question à l'adulte supposé savoir. Il découvre que l'adulte en face n'a pas la réponse, il faut qu'il trouve la réponse dans son esprit ou dans ce monde. Et là, c'est un petit peu l'opposition avec des ismes un peu simplificateurs entre idéalisme et empirisme. Mais je vais arrêter de tourner autour du pot parce qu'on a très peu de temps pour pouvoir proposer un semblant de conclusion. La philosophie est dans son histoire même essentiellement le mouvement de l'homme vers la vérité. Encore, voilà, une définition très classique, très schématique, mais vraie. En tout cas, un chemin parmi d'autres vers la vie, prise justement avec un autre type de sérieux, un sérieux plus tragique, universel, la mort, l'autre, l'existence, l'action, la vérité surtout. Parce que la vérité, toucher une vérité, c'est quand même la condition formelle de toutes les décisions, de toutes les croyances. Je dois quand même, d'une manière ou d'une autre, n'importe qui ici, croire que c'est vrai si je décide comme ceci et si je conçois comme ça. Je ne le fais pas en pensant que c'est faux. Eh bien, la philosophie est d'une manière la recherche d'un protocole de vérité pour décider et croire. En ce sens, son lien est du coup, je le répète, indissociable de tout ce que nous appelons science ou savoir, comme dit plus haut. Après, le mot de philosophia est historiquement né en Grèce. C'est vrai. Et des choses très similaires, par contre, ont lieu avant, après, quasiment sur tous les continents. Ce qu'il y a de particulier avec l'expérience grecque, c'est qu'on a des traces, beaucoup de traces. Du coup, ça compte quand même. L'écrit, c'est une vieille fascination. Il y a plein de textes, surtout de textes postcoloniaux, sur la violence de l'écrit. Mais ça fait écho avec le vieux Platon aussi, qui a un problème avec l'écrit. En tout cas, en fait, la Grèce et ces bavardages méditerranéens, tout ça, ici à Port-au-Prince, Boston, Dakar, Berlin, comme on dira, ça tient et ça continue. Même s'il y a la colonisation derrière, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Avec plus ou moins de productivité, on continue ça. Juste un exemple sur le fait que, bon, l'idée qu'on se moque des philosophes, parce que, bon, finalement, lire Descartes, Hume, Averroès, Derrida, ça n'a jamais rendu quelqu'un de particulièrement intelligent. En tout cas, peut-être que ça aide, mais parfois ça aggrave les choses. Parce qu'il y a peut-être une forme d'asservissement et un complexe, un abêtissement l'ivresse qui peut être produit là. C'est quelque chose qu'on retrouve ici, bien sûr. C'est très bien défini cette histoire
bovarisme intellectuel chez Price-Mars, et c'est aussi assez artistement défini dans Sénat de Fernand Ibert. On voit ces personnages, on voit les personnages intellectuels sur le bateau le Saint-Simon qui discutent, et même le narrateur de Ibert, il ne s'en rend pas compte, alors qu'il satirise très bien, un peu comme ça, un peu Bovary, et puis qui imite, qui parle avec des mots ronflants, etc. Et bon, ça c'est le danger, bien sûr. Mais en même temps, se libérer de ce danger-là, se libérer de l'asservissement par rapport au canon, il faut quand même le confronter. Il faut quand même se dire, qu'est-ce qui est en moi, dans les intellectuels, chez les élites, qu'est-ce qui me rend esclave? Mais pour le faire, il faut le comprendre. Du coup, c'est pas mal de penser à fond les choses, de théoriser, de méditer chaque fois qu'on peut, jusqu'à risquer l'échec ou le bonheur, jusqu'à ébranler le socle des certitudes faciles qui nous font fonctionner. Bon, ces différents concepts, du coup, qui sont là autour de nous. Parce que là, j'aurais voulu, bien sûr, développer longuement sur le fait que les concepts philosophiques ne sont pas simplement des choses qui sont dans notre tête, ce sont des choses avec lesquelles on vit. Par exemple, un concept massif qui nous concerne, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est la démocratie. Et on peut l'affronter, en fait, de manière très compliquée, un peu spéculative, à partir des penseurs du contrat social. Mais c'est un peu une fiction philosophique, tout ça. Ça a été fabriqué par 2 ou 3 personnes dans l'histoire, et puis ça a été appliqué très rarement, voire pas du tout, hein, si on est extrêmement exigeant avec la définition. Si on utilise aussi un concept de pouvoir, tout le monde l'a à la bouche, mais Foucault peut nous aider à comprendre ce concept de pouvoir. Et je pense que dans l'état où on est, on peut quand même solliciter des concepts, on peut quand même solliciter des choses techniques. Et je crois aussi que le peuple, ça c'est un autre concept quand même assez compliqué, le peuple qui vit l'absurdité de la chose, de la démocratie actuelle, qui comprend intuitivement très bien ce qui se passe et qui choisit d'ailleurs une stratégie, on ne sait pas si elle est efficace, mais en attendant de ne pas participer à la mascarade, en attendant je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas sans profondeur. Hein. Mais quand on a atteint ce niveau-là de mensonges systématiques, effroyables, et de chaos dans l'élite et la classe dirigeante, il faut quand même se dire que ça peut être utile de comprendre un peu, de réfléchir un peu plus. Et comprendre plus, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début pour espérer s'orienter d'abord dans la pensée, puis simultanément dans l'action. Et il le faut, non seulement pour orienter notre conduite, passée, en tout cas présente et future, mais aussi réhabiliter la validité de nos mots et de nos manières de penser. Ça peut ne pas être inutile comme souci. Et j'aimerais juste conclure par une petite citation que j'aime bien, qui est très classique et connue. C'est celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivée ou est passée, ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui ou qu'elle n'est plus. Merci. Merci Mehdi Etienne Chalmers. Au moins nous savons que l'heure de prendre la pause, question de respirer un peu, est arrivée. Nous vous revenons. Après la pause, mes chers amis, nous vous revenons pour aborder la dernière partie du format de Café Philo. Casimir Jenny Williamson, qui est un des membres de l'association, aime souvent dire que c'est la partie la plus belliqueuse, si l'on peut dire, c'est-à-dire la partie où il y a plus d'agitation, où il y a plus de déchaînement, il y a un potentiel de déchaînement des passions, pour parler un peu comme Habermas. Je pense que nous allons essayer, comme je le propose quand j'anime à Café Philo, de faire 2 choses. 1, nous allons essayer d'être bref, à la fois du côté de ceux qui vont poser les questions que de celui de Mehdi Etienne Chalmers qui va répondre en sa qualité d'intervenant. Deuxième chose, nous allons avoir à l'esprit une des valeurs que Café Philo, pour laquelle Café Philo fait la promotion et que j'ai oublié tout à l'heure lors de mon introduction, de revenir sur quelque chose qui nous paraissait important, qui est donc de vous inviter, il n'est jamais trop tard pour bien faire, à vous mettre debout pour observer simplement une minute de recueillement à l'occasion de la disparition d'André Glucksmann, ce philosophe qui a marqué, comme je le disais, le XXe siècle à proprement parler.
Merci. Mettez-vous. Avec les séries de questions, vous savez qu'à Café Philo, nous prenons les questions par série de 3. Nous allons commencer avec la première série. Je me garde de tout commentaire sur l'intervention de Mehdi Etienne. Peut-être que au moment des interventions, des questions, des commentaires, j'en profiterai pour à la limite dire ce que j'en pense, ce qui nous permettra d'aller un peu plus vite. Et en ce sens, pour la première série, je fais appel à Kirby Ismaël, à Charlie Paya et pour finir à Barbara Fouché. Mehdi, je te remercie. Ce soir, je jubile, pas parce que, en fait, quand j'ai vu la question, je me disais que je n'allais plus venir parce que à quoi servent les philosophes? Franchement, je savais que la question n'allait pas être répondue. Mais ce qui me plaît surtout dans ton intervention, c'est le ton baladin avec lequel ou sur lequel tu as touché tant de sujets, tu as effleuré tant de possibilités philosophiques, mais que ce soir, nous n'allons pas pouvoir les épuiser totalement. En fait, parler de philosophie en Haïti à l'heure actuelle, je ne crois pas que nous sommes à notre premier essai. Déjà, pour faire un peu de rappel, Haïti, à l'heure où la Deuxième Guerre mondiale déchirait le monde, on recevait à Port-au-Prince le colloque international de philosophie. C'est-à-dire, il est de tradition en Haïti que nous réfléchissons sur des choses qui nous passionnent, qui nous tourmentent. Ma question, c'est une interrogation que j'ai. Est-ce que dans l'histoire d'Haïti, dans l'histoire de la pensée d'Haïti ou des penseurs haïtiens, est-ce qu'il n'existerait pas, comme tu es à deux chapeaux, tu coiffes de domaines, tu es à la fois professeur de philosophie, mais aussi producteur littéraire, donc écrivain. Je te demanderais, est-ce que dans l'histoire de notre nation, est-ce qu'il n'y aurait pas des philosophes à part entière? Moi, je suis particulièrement sensible et je crois que le jour où j'aurai à travailler, je travaillerai sur la figure d'un Joseph Janvier, par exemple. Pour moi, je pense que dans ma perspective de libertin, c'est-à-dire celui qui refuse toute domination de cette forme d'État, je pense que Janvier incarne pour moi, Janvier qui n'est pas Samy bien sûr, il incarne pour moi une forme de figure de philosophe qu'il faudra peut-être travailler. Et c'est là ma question, la toute deuxième. En 2002, il y a un auteur qui a sorti un texte qui s'appelle « Littérature et philosophie ». Et il a tenté de montrer justement que par le passé, la littérature était toujours traitée comme le parent pauvre de la pensée. Donc on croyait que la littérature ne pouvait jamais s'articuler sur le ton de la philosophie, proprement dit, sans faire de détails. Donc je te demanderais, en qualité de producteur, en qualité d'écrivain, comment est-ce que tu arrives à jumeler à la fois le philosophe qui se cacherait en toi, puisque tu dis non pas être un, et l'écrivain, le littéraire que tu es. Comment est-ce que tu arrives à faire jouer tout ça pour produire? Merci. Merci Chalmers et merci aussi à Ralph. Donc c'est un sujet très intéressant et très important. Je sais que le temps est court, tout n'est pas dit, ce serait impossible de tout dire en ce soir. Maintenant, je serai donc très bref avec ma question. Fort souvent, certains philosophes se comportent comme étant des athées. Et pourtant, l'un des philosophes du XVIIIe siècle, dont je ne me rappelle pas vraiment qui, il avait avancé cette thèse en montrant que l'athéisme est la résultante d'un manque de savoir philosophique. Tandis que, pour les philosophes les plus accomplis, au fur et à mesure qu'ils questionnent davantage, cette idéologie n'existe pas vraiment. Que pensez-vous? Bonsoir, merci Ralph. Quelle différence y a-t-il entre le pourquoi des philosophes et ceux du Petit Prince de Saint-Exupéry, sachant que Exupéry n'est pas philosophe? Merci. C'est parti, Mehdi. Je pense que tu vas devoir, en philosophe ou en étant quelqu'un qui côtoie la philosophie, ou les philosophes répondent à des questions entre guillemets philosophiques. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Oui. Donc, la plupart des questions demanderaient de très longs développements parce qu'ils sont quand même compliqués. Juste dans l'ordre, la première question, je crois, c'était est-ce qu'il y a des philosophes haïtiens? Pour résumer vraiment, est-ce qu'il y a de la philosophie haïtienne? En fait,
la manière d'évacuer un peu cette question, c'est que bon, il y a de la pensée haïtienne, ça c'est certain. Je crois que j'ai essayé de dire ça. Après, sur la question de la nomenclature, c'est-à-dire juste de la catégorie philosophie, c'est une question qui intéresse les philosophes, mais pas toujours. Je veux dire, on peut assez facilement s'en débarrasser en étant d'une tradition philosophique, en essayant de produire une œuvre philosophique, en essayant de penser philosophiquement, et d'utiliser ce qu'il y a de philosophique dans une pensée qui est extrêmement riche. Juste pour prendre un exemple fameux, Freud n'est pas philosophe. Certainement pas philosophe, il est médecin, si on veut, bon, même si les médecins ne seraient pas d'accord, mais la psychanalyse, au départ, c'est un parcours de médecine. Même si en tant que science, bon. L'intérêt philosophique de Freud et de la psychanalyse pour des philosophes est évident. Ça a produit énormément de choses. C'est la même chose pour l'art. Donc, Janvier, où les romanciers produisent de la pensée. Tout à l'heure, bon, le camarade Enthoven a écrit un livre sur Proust, on l'a vu. C'est évident, même si c'est trompé, Proust n'est pas un disciple de Bergson. Leurs conceptions sont complètement opposées, mais ça c'est un détail. Et je dis, on peut utiliser le fond philosophique de quelque chose, de même que dans la nature, de même que dans les livres, de même que dans la poésie, etc. Donc ça c'est pour la première question. Deuxième question, comment faire jouer l'écrivain et le philosophe, ou le goût de l'écriture et de la philosophie? Je sais pas. Je veux dire, je lis les deux choses. Je lis de la littérature et je lis de la philosophie à différents moments. Et je prends un plaisir très grand dans les deux choses. Et j'essaie de penser dans les deux cas. Je pense que c'est le cas de tout le monde ici qui aime la littérature et qui aime la philosophie. Ça rejoint la première remarque, c'est-à-dire la pensée, c'est pas le lieu ou le nom qu'elle se donne qui l'enferme. Au contraire, ça c'est simplement pour des questions de commodité ou d'histoire ou de tradition quelque part. Mais il y a des vases communicants, il y a des choses qui se nourrissent l'une de l'autre. Et à ce niveau-là, je ne crois pas que ce soit extrêmement difficile de lier la peinture et la musique, ou de lier, je ne sais même pas, même le sport et la philosophie. Donc les deux autres questions de la deuxième intervention qui m'a un peu troublé, souvent les philosophes se représentent comme athées, et effectivement, je ne sais, peut-être qu'ici, beaucoup des philosophes qui interviennent se présentent comme athées. L'histoire de la philosophie n'est pas une histoire d'athéisme. La question, qu'est-ce que Dieu est, assez présente dans l'histoire de la philosophie, ça revient assez souvent. De là à dire que les philosophes les plus avancés ont compris quelque chose en comprenant que l'athéisme n'est rien, moi, je n'oserais pas dire ça. Parce que je connais quelques philosophes athées qui se revendiquent un mépris souverain pour la question de Dieu, qui sont quand même d'un certain calibre. Et puis, je crois aussi que ça n'a pas à voir avec l'avancée de cette pensée, mais plutôt par rapport à une conviction philosophique, parce qu'il y a aussi des convictions philosophiques et pas simplement des arguments philosophiques. Donc, je réponds rapidement à ça. Donc, quelle différence entre le pourquoi du philosophe et le pourquoi du Petit Prince? Quoique j'ai lu le Petit Prince plusieurs fois depuis que je suis petit et que j'aime beaucoup ce livre, et qu'il faudrait peut-être que je le relise pour pouvoir répondre à cette question. Je ne sais pas du tout ce qu'a essayé de faire exactement Saint-Exupéry, à part nous montrer l'enfance et nous donner du plaisir. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire avec ces phrases qui sont profondes, avec l'histoire. Bon, ça ressemble à un conte philosophique par moments, mais ce n'est pas exactement ça. J'ai l'impression qu'il faudrait réduire beaucoup Saint-Exupéry pour essayer de le ramener à la philosophie. La forme n'est pas philosophique, ça c'est clair. C'est une histoire, c'est une narration. Le personnage est beaucoup plus attachant qu'un philosophe, en général. C'est un petit garçon adorable. Donc, Saint-Exupéry réussit à dire et à faire des choses
beaucoup plus simplement et beaucoup plus puissamment que beaucoup de philosophes. Après, la spécificité de son pourquoi, ça, je donne ma langue au chat. Je voudrais à la limite dire une toute petite chose, Mehdi, si tu permets, sur la deuxième question d'Ismaël, en prenant un exemple que Simone de Beauvoir a donné sur le rapport qu'entretenait Sartre avec ces deux disciplines, la littérature et la philosophie. Elle disait que Sartre aimait autant les deux, autant par exemple Spinoza que Stendhal, qu'il aimait ce concept qu'il y a chez Stendhal pour dire l'amour qui est celui de cristallisation. Et il y a une phrase dans la Chartreuse de Parme qu'il aimait beaucoup, qu'il affectionnait. Quand le comte Mosca voyait partir il voyait partir justement Fabrice Del Longo, je crois, avec sa tante, qui se trouvait être la comtesse Sanseverina. Il les regardait partir et il se disait en lui-même, si le mot d'amour vient à surgir entre eux, je suis perdu. Je pense que ça dit plus ou moins quelque chose. Et vous savez que les textes, le second tome des 3 textes, je crois, de Michel Gourina, de la philosophie, est consacré, ou bien consacre une partie à cette histoire, littérature et philosophie, et essaie de montrer les rapports. Peut-être que le philosophe est un littéraire qui s'ignore, ou l'inverse, je ne sais pas. Le Petit Prince, j'aurais aimé dire quelque chose, puisque je l'ai enseigné lorsque je bossais chez M. Néard. J'aimerais quand même dire que je suis d'accord avec Mehdi sur l'idée que peut-être que c'est un texte qui est plus puissant, parce qu'il a moins de prétention, et c'est peut-être aussi une perspective qui n'est probablement pas forcément abordée dans la présentation de Mehdi, qu'on peut investir la philosophie du dehors, c'est-à-dire qu'on peut saisir la philosophie de l'extérieur, un peu, pas dans le sens forcément sadien du terme, mais comme si la philosophie offrait la possibilité de s'en accaparer à partir d'une perspective qui lui est extérieure. Et ça m'offre la possibilité de passer à la deuxième série en appelant aux interventions de Charles-Fredo Grand-Pierre, philosophe, j'espère qu'il l'assume, Dimitri Norris, Casimir Jenny Williamson. Juste un détail sur... je me rappelle d'une lecture, même si la mémoire est mauvaise, je ne me souviens pas du nom de l'intervenant sur la question, mais il y a un philosophe platonicien qui a écrit sur Saint-Exupéry, il s'appelle Pierre Boutin. Donc c'est juste un conseil de lecture, c'est quelqu'un d'extrêmement fort en tout cas, et du coup il y a un petit article qui porte strictement sur Saint-Exupéry de la part d'un platonicien. Peut-être qu'il répond à la question. Très bien. Charles-Fredo Grand-Pierre. Si on a lu la République de Platon, pourquoi des philosophes est une question inutile, puisque du lieu de Platon, justement, cette question n'est pas à considérer, puisque les philosophes sont des rois ou bien sont des philosophes rois. Soit les rois sont des philosophes ou bien les philosophes sont rois, parce que on doit diriger avec la pensée, ou c'est la pensée qui dirige la cité. Chalmers, je te connais du lieu de l'écrivain que tu es, qui écrit de la poésie, qui fait de la littérature. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ta manière d'aborder la philosophie, ça me dit quelque chose un peu drôle, puisque tu parles tellement bien, on dirait que parler français, c'est de faire de la philosophie. Est-ce que c'est de ça que tu fais? Merci Fredo. Dimitri Norris. Je suis content que monsieur fait intervention ça, parce que moi-même, je suis parti dans un sens tout à fait opposé. Alors, la première chose qu'il y a, c'est que je suis parti dans un incident qui passait jeudi dans le bureau, côté ma travail, à 2h, et que je trouve extraordinaire. C'est le secrétaire qui dit, directeur, moi-même, moi bouquet, poté l'op devant Rara. C'est un dicton, comme il y a des milliers de dictons haïtiens, et je pense qu'en définitive, ça révèle d'une certaine réflexion et d'une certaine sagesse. Et en définitive, bon, mon directeur, il est parti dans tous les sens, il a commencé à disserter sur cette phrase. Et moi, à un certain moment, j'ai dit, moi, j'étais dans le salon, et puis il me dit comme ça,
En fin de compte, ça caractérise l'identité haïtienne, c'est justement capacité ça qu'on gagne pour assimiler un certain nombre de dictons, de proverbes de pays nous particulièrement riches en proverbes. Alors pour qui ça finalement me fait relation ça entre émission et ça qui passe de réaction secrétaire, c'est que moi je me pose la question et je pense qu'il faut se poser la question, n'y a-t-il pas une philosophie populaire haïtienne? Voilà, c'est tout. Et je pense qu'elle est très représentative aussi de la manière dont les Haïtiens voient la vie et perçoivent leur environnement. Merci beaucoup. Merci, M. Dimitri Norris. Casimir Jenny Williamson. Je remercie Mehdi de nous pouvoir gratifier de son intervention. J'ai beaucoup de choses à partager au public et on vient de m'informer tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui n'était pas sur la liste et qui a senti le besoin d'intervenir ce soir. Et tu pourras le comprendre autant que moi. La capacité philosophique aussi, c'est la capacité de se taire. Alors, je vais céder la parole à M. de Catalogne de pouvoir venir ici et adresser ses préoccupations, j'imagine. Je ne serai pas très long. D'abord, je vous félicite pour la façon dont vous avez fait votre présentation. Ma question est très simple. Est-ce que d'après votre expérience et votre vécu, un analphabète ne peut pas être un philosophe? Si tant il est vrai que l'écriture a été inventée par un analphabète. Merci. On va aller vite, Mehdi. Ok. Donc, je n'ai pas pile temps apparemment. Moi, mes questions, pile, c'est beaucoup plus, prend plus plaisir à écouter nous poser une question que raconter nous à me penser. Mais j'ai bien compris l'intervention sur Platon et en tout cas dans les grandes lignes, je crois. Le seul problème, c'est que la cité platonicienne n'existe pas. Malheureusement, parce que bon, les gens qui professent le métier de philosophe seraient alors à un poste extrêmement enviable, et ce qui aurait été bien quand même, mais je ne sais pas si je pourrais être roi. Mais donc elle n'existe pas. Du coup, cette question de pourquoi la philosophie a un sens dans la mesure où la République n'existe pas. En tout cas, en attendant qu'elle existe. Pour la deuxième question, est-ce que faire de la philosophie, c'est parler bien? Eh bien, là, et surtout parler français. Oui, surtout parler français. Je vais essayer de contourner la question de parler français, parce que bon, c'est les deux choses dans notre expérience. Je veux dire, de manière un peu pathologique, hein, mais en tout cas, oui, pathologique. En tout cas, le fait de parler bien, cette remarque, pour quelqu'un qui commence avec la République, c'est pas tellement étonnant, puisque l'ennemi du philosophe, c'est celui qui fait semblant de faire de la philosophie, donc c'est le sophiste. Si je prends ce qu'il dit comme un compliment, j'espère qu'on peut quand même faire de la philosophie et parler plus ou moins bien. Maintenant, parler français, non. Et même chose pour la remarque de Dimitri, et quelqu'un aussi m'a... Toutes les autres remarques après, on a dit on peut faire de la philosophie de l'extérieur. Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième chose, pour ce qui est des langues, j'ai absolument aucune, affinité avec des pensées qui essentialisent les langues et qui pensent qu'une langue aurait une richesse singulière. Je crois que le génie des langues ou de telles langues est probablement une erreur. Il y a une histoire des langues, il y a historiquement ce qu'une langue produit. À l'intérieur d'une langue, la langue elle-même, c'est, l'universel de la pensée humaine. C'est simplement l'outil, la forme, le son, la manière dont ça se déploie. Pour le coup, c'est simplement la nature, le hasard. Après, l'amour de la langue et puis le désir de déployer telle ou telle pensée sous telle ou telle forme, ça c'est le souci et le devoir des gens qui sont là et qui pratiquent cette langue. Après, bon, nous sommes un pays qui est bilingue et puis moi-même, j'ai une éducation en français pour la plupart du temps que m'étudier. Et ça, c'est en lacune en fait. Que comme si peut-être pas gain autant de vocabulaire, que peut-être pas qu'aucun fait travail ça de recréation concept en créole, que me cap fait plus facilement en français parce que me lis plus les philosophies en français, me lis plus les littératures en français qu'en créole. Et ça, c'est simplement
une faiblesse. Donc, si je ne parle bien en français, ça c'est un bagage. Si je ne parle aussi bien en créole, ou bien si je fais tout ça, je veux en créole, il est plus bon. Donc, moi, j'aime ça. J'aime comme si tendais un monde penser en créole, aussi loin que le capable. Et puis, moi, je seulement écouter les gens qui bon la réflexion créole là. Sous question analphabète là, qui est un trait spirituel extrêmement agréable, et je remercie celui qui l'a fait. Du coup, bien sûr, c'est une évidence qui n'a pas aucun rapport. Ça a un rapport, c'est que nous quand même devons prendre en question l'analphabétisme au sérieux, pas dans le sens de ou même qui alphabétise ou a une supériorité intellectuelle quelconque, mais il ne faut pas diminuer le privilège jouant parce que son privilège, et parce que le monde qui est analphabète, lui-même, il n'est pas gagné. Donc, en même temps, son position est assez bizarre parce qu'il ne faut pas dévaluer son gain en tant que monde qui a lu, qui a écrit, et puis en même temps, songer que penser à son bagage qui n'a aucun rapport avec quantité de livres mettre dans le monde, etc. Donc, voilà. Très bien, Mehdi. Très, très bien. Et on y va pour la dernière série. Mais vraiment, la toute dernière, j'ai déjà les noms. Nous avons 3 intervenants. Webzer Corneille, Dr. Ewa Joseph, enfin 4 noms, Paulson et Wemaret. Merci. Mes remerciements d'abord à Ralph et ensuite à Mehdi pour l'intervention. Et bon, en tant qu'étudiant en linguistique ou encore mémoire en linguistique, on pourrait justement faire une littérature sur les problèmes de la traduction avec Georges Mounet, lorsque Mehdi disait que bon, il lui est difficile de penser en français, tout ça, en créole, pardon, c'est encore des problèmes de la transmission. Moi, je crois que c'est un problème assez plus long de dire que, puisque si vous arrivez à penser en français, je crois que c'est d'abord question de la logique, mais pas une question de langue, parce que la question de transmission, de dire que ce que je peux dire en français, ça rejoint encore la fonction créatrice de la langue, la fonction logique et la fonction communicationnelle de la langue. Ben, c'est un long discours. Mais je voulais surtout intervenir, c'est par rapport à tout à l'heure que Mehdi a essayé de tenter de frôler les autres sciences humaines, comme par exemple l'anthropologie, parler de bovarisme haïtien. Moi, il y a une phrase qui m'est retenue, c'est surtout la 11e thèse de Marx sur Feuerbach, de dire que jusqu'ici, les philosophes ne font que raconter le monde. Pour moi, que c'est... interpréter, oui, bien sûr interpréter, mais je dis la 11e thèse sur Feuerbach. Et pour moi, que c'est un peu montrer, Marx a voulu montrer les limites un peu du discours philosophique. Lorsque je dis limite, c'est de montrer que, par exemple, la représentation de ce discours, tout comme en Haïti ou encore à l'extérieur, de dire que parfois, on voit à travers les philosophes, on les regarde comme étant des hommes discursifs, mais pas comme étant des hommes d'action, comme étant des hommes qui sont là pour aussi pousser la société, qui sont là aussi. Lorsque je dis pousser dans le sens de la matérialité, bien rapidement, c'est pour dire que c'est par rapport, la question est très simple, un peu bête, c'est dire que la limite du discours philosophique, où est-ce qu'on est avec le discours philosophique, quand est-ce qu'on est arrêté avec le discours philosophique pour continuer le discours matérialiste encore dans l'action. C'est un peu ça. Je voudrais remercier mon ami Mehdi Chalmers, avec qui nous entretenons des fois sur la philosophie. Mais je voudrais lui poser la question, enfin c'est pas une question, c'est un commentaire assaisonné de questions, si vous voulez. Voilà. En fait, poser la question pourquoi des philosophes revient à questionner le bien fondé de la philosophie. Ça revient à se demander quel est le but de la philosophie. Sur ce point, je rencontre les anciens qui disaient que la philosophie, c'est un art qui permet de rendre la vie heureuse. Être heureux, mais dans la vérité, mais pas en se mentant soi-même. Donc, mais ceci me permet de questionner une certaine orientation de la philosophie qui souvent revient à faire l'histoire de la philosophie. Autrement dit, être philosophe, malheureusement, revient à faire l'histoire de la philosophie.
Et ça revient trop souvent, et malheureusement trop souvent, à faire des débats sur des questions sémantiques, à faire des débats uniquement sur les concepts, contrairement à ce que faisaient autrefois les anciens, où les débats étaient essentiellement ancrés sur la vie. Donc, est-ce que, selon vous, ancrer le débat philosophique uniquement sur la question du langage constitue une avancée en matière de philosophie? Car le langage n'est pas la réalité. Le langage est un moyen de traduire la réalité, mais le langage ne se superpose jamais à la réalité. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Chalmers de nous gratifier de ce développement assez fluvial ce soir. Merci à Ralph de très bien modérer. Et je dis au public aussi merci. Chalmers, essayons de recentrer la chose sans faire de philosophie. La philosophie est tournée autour de la réflexion, autour d'une quête de vérité. Tu as parlé de protocole de vérité, moi je veux parler surtout de régime de vérité. Et à partir de ce moment, si réfléchir c'est déranger l'esprit, comme disait le philosophe, philosopher c'est encore plus déranger l'esprit, c'est déchirer l'esprit, c'est faire en sorte que l'esprit n'existe plus. Moi je suis plus porté à déranger la question, donc à réfléchir sur pourquoi des philosophes, pourquoi en 2 mots, pour et quoi, qui ferait toute une différence de perspective, au lieu de poser la question pourquoi des philosophes en termes utilitaristes. C'est comme l'autre qui disait, qui se demandait qu'est-ce que l'art, puisque l'art n'est rien. Au moment où on pensait que l'homme était fait, ou bien l'artiste était fait pour faire de l'art pour l'art. Donc le philosophe fait de la pensée pour la pensée. Pourquoi être utilitaire à un certain moment? Est-ce qu'on veut vendre de l'épice? Est-ce qu'on veut aller vers la pensée linéaire? Car moi, dans ma tête, est-ce que vous pensez comme moi que la philosophie, c'est quelque chose de zigzag et non pas linéaire? Pourquoi? Parce que pour 2 personnes qui s'aiment, au moment de s'aimer et de faire des débats tous les jours, ils n'ont pas à se demander pourquoi on s'aime. Au moment où la dame ou l'homme, si on veut parler des hétéros, se demande, ou bien demande à l'autre, l'un des conjoints demande à l'autre, pourquoi chérie tu m'aimes? Eh bien, ce couple commence à être un couple philosophique. Merci. Très bien, Romain. Paulson, Pierre-Philippe. Merci Mehdi pour l'intervention. Si on prend pour acquis que la philosophie suppose également une société où les savants et les penseurs peuvent faire un usage public de la raison, peuvent faire un usage, je dirais même pratique de la raison, je ramènerai la chose au contexte haïtien pour dire quel serait le lien entre la philosophie ou, par exemple, la politique. Si nous avons considéré que dans le contexte actuel haïtien, avec toutes ces réalités et toutes ces crudités, si vous me permettez l'expression, est-ce que philosophie a place, par exemple? Est-ce que le pas mieux pour nous fait politiser ou bien revendiquer au lieu de philosophie? Donc, quel serait le lien entre la philosophie et la politique, par exemple? Merci. Merci, Paulson. Mehdi, brièveté, concision. Bon, c'est une masse de questions dans des directions très opposées, même. Très différentes, très opposées. Quand même, il y en a plusieurs qui tournent autour de l'idée de l'action, quand même, de l'opposition à l'action. Je crois que j'ai essayé de parler de ça vers la fin en expliquant que, juste en un mot, j'ai dit penser, puis ou simultanément agir.
Mais bon, ça c'est juste un détail comme ça. J'ai cru devoir quand même faire cette distinction-là. Sur la première question, je crois que c'était sur le bien fondé de la philosophie et les anciens qui ont une conception du bonheur et de la philosophie comme manière de vivre et pas comme histoire de la philosophie. Oui, effectivement, je veux dire, la philosophie telle qu'elle est pratiquée à l'université n'est pas la philosophie telle qu'elle est pratiquée dans les écoles philosophiques qui ressemblent beaucoup plus, très souvent, à des sortes de monastères, parfois pour certains d'entre elles, des écoles, où on enseigne et on a accès au bout de toute une progression à, disons, la réalisation d'une vie ou la révélation d'une vérité un peu plus ésotérique. Juste pour passer sur ça, je pense que quand même, l'enseignement académique au sens propre a été inventé par les anciens en Grèce et chez les Chinois aussi. Je veux dire, il y a un enseignement académique, simplement, sans s'opposer à ce que vous dites, la partie académique, quand on va étudier la logique, on va étudier la politique, etc., on va faire des débats et des joutes verbales, c'est une préparation pédagogique à un deuxième temps où justement il y a un enseignement qui est axé sur la réalisation de quelque chose de peut-être un peu plus profond. Il y a un très bon livre sur ça, c'est La philosophie comme manière de vivre et aussi Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot, je crois que je te l'avais déjà conseillé. En tout cas, sur la deuxième question, non, en tout cas la première plutôt, une petite précision, je n'avais pas dit que je ne pensais pas bien que, je voulais dire que je ne parlais pas de philosophie en créole très souvent, sauf parfois pour expliciter les choses, parce que en termes de quantité d'outils précis, je ne les ai pas encore. Temporairement, j'espère. Sur la question de l'action, je renvoie à ce que je viens de dire tout à l'heure, même si bon, il y aurait tout un débat à faire sur Marx, sur la philosophie de l'action, mais je crois que j'ai donné un petit aperçu en opposant Calliclès et Platon. Et Platon a essayé d'agir, en tout cas politiquement, il a essayé d'être conseiller du moins. Donc il y a tout cet aspect des choses-là. C'est quand même une question qui revient très très souvent pour les philosophes, ne pas penser dans l'air, parce que sinon ce serait effectivement juste une blague. Sur la dernière intervention, déchirer l'esprit, je crois, faire en sorte que l'esprit n'existe plus, j'ai l'impression qu'effectivement on dépasse la philosophie, on fait un petit saut dans la mystique, ou bien chez les zen japonais, l'esprit n'existe plus, je suis un avec le monde. Oui, non, mais c'est juste que je n'ai pas d'expérience de l'expérience mystique, mais j'aime beaucoup les mystiques, les lire, mais je ne crois pas avoir eu d'expérience de la totalité de l'univers en moi. J'aimerais bien. Peut-être. Du coup, juste un petit moment d'opposition. C'est vrai que quand on aime ou quand on vit pleinement, on a tendance à ne pas avoir besoin de penser. Je veux dire, on agit, on vit, on sent. Sur les amoureux, c'est un exemple très bon, mais peut-être qu'on aurait besoin de penser l'amour si la personne me laissait, me déchirait le cœur et je suis là, je pensais que c'était l'amour et puis en fait je me suis trompé. Peut-être qu'il me faudrait remettre les choses en ordre dans mon esprit. Ça peut arriver aussi. Je crois que c'était tout. Donc voilà, l'action, bon, c'est nécessaire et je crois que d'ailleurs c'est beaucoup plus important que philosopher. Ça peut arriver qu'on doive décider de l'action en question. Du coup, là, on revient à la pensée. C'est tout ce que j'aurais pu dire sur ça. Merci, Mehdi Étienne Chalmers, que je vous demande d'applaudir pour cette brillante présentation. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont posé des questions, ont placé des commentaires, remercier le public de Café Philo qui grandit au jour le jour, remercier Ambiance Resto Club et notamment la Radio-Télévision Caraïbe, grâce au concours ou au support de laquelle cette initiative de rendre Café Philo accessible pour un plus large public qui est désormais un public télévisuel a pu être possible. Je voudrais saluer également les efforts des techniciens de la télévision Caraïbe et également de ceux
de l'association culturelle Café Philo Haïti. Je vais encore une fois remercier Mehdi Etienne Chalmers d'être venu discuter avec le public Café Philo. J'espère qu'il restera disponible pour Café Philo au cas où on voudra avoir Mehdi Etienne Chalmers pour continuer la discussion. Je vais donc passer la parole, comme nous avons l'habitude de le faire, pour être dans le respect scrupuleux du format. Je vais donc passer la parole à Jacques Adler Jean-Pierre pour les propos de conclusion. Merci. Merci Ralph, merci cher public, merci Chalmers, Étienne et Mehdi. On apprend rendez-vous pour l'autre mardi. Nous pensons Café Philo cap fait mardi prochain. La pichot toujours que Café ça à soya. À la prochaine. Chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Yes, maman, grands avocats, c'est isolé. En bas la chat, en soyant pas dormi. Yes, maman, grands avocats, c'est isolé. En bas la chat, en soyant pas dormi. Yes, maman, grands avocats, c'est isolé. En bas la chat, en soyant pas dormi. Yes, maman.